تمسامان وبنيت وزين انذاك، ولكن قبل ما يوصل لهنا كان هجم على واحد اليهودي مغربي في تازا تاري عنده فلوس بزاف، سرق ليه داك الشيء اللي عنده وهرب. هادشي اللي كيقولوا كيذكروا هذا جيرمان مويت في كتاب ليستوار دي كونكيت دو مولاي ارتشي، والكتاب تكتب في 1888. Donc voilà, il nous donne un petit peu des informations à travers un ouvrage qui a été rédigé par Mouet, donc un chroniqueur plutôt historien, donc français, donc c'est un chroniqueur qui s'est promené dans le Maroc et qui nous rapporte vraiment un fait, celui de la fuite d'un des sultans alaouites, donc qui a fui vraiment la tyrannie de son frère, parce que ça n'a pas été rose et la succession n'a pas été ligne droite au sein de cette dynastie. Souvent, ils se coupaient les têtes entre eux, et puis il y avait des fuites et des rivalités à l'intérieur de cette même dynastie, contrairement à ce que l'histoire officielle nous raconte, mais l'histoire parallèle écrite par des étrangers raconte autre chose. Donc, le premier refuge va le trouver dans la région de Kebdana, avant de déménager et de trouver refuge auprès du Qaïd Arras. Donc, le Qaïd Arras était le Qaïd de Temsaman et de Qabila Dial Benitouzine. Un autre élément aussi, ce Rachid va se réfugier sous le toit d'un juif, donc dans la région de Taza, je crois. Oui. C'est Haroun Ben Mish'al. Haroun Ben Mish'al qui voulait aussi créer une dynastie juive à l'intérieur du Maroc. Donc vous voyez, ce sont des étapes de l'histoire qu'on ne vous raconte pas. Et donc voilà, et il a fini par assassiner ce Haroun Ben Mish'al, et tout au passage, en prenant, vraiment en volant, il faut utiliser le terme exact, en essayant de piller et de voler tous les biens de ce juif qui était une des grosses fortunes de la région à l'époque. هنا غنوصل للبيت القصيد ونقصد علاش ذكرت هذا الحادث هذا، لانه هذا مولاي رشيد بعد ما عاونوا الحاج سليمان في كبدانه وعاونوا الشيخ اعراس في تمسامان، خان الامانه وغادي ينفي الشيخ عراس من تمسامان لجهه باديس الحسيمه، ثم غيسجن ولده، فيما بعد غيتزوج مع بنت عراس الشيخ عراس، وانذاك عاد يفرج عليهم بعد ما تحول من الريف الشرقي الى فاس. ذكرت هذه الحادثه باش نقول لكم ان الصدام كان من البدايه، وغادي ننتقل الان لذروه الصدام. Voilà, donc je vais le dire d'une autre manière. Donc l'hospitalité chez Dynastie n'est pas au rendez-vous, et surtout la gratitude n'est pas au rendez-vous non plus. Ces personnages qui lui ont donné, donc qui lui ont offert leur hospitalité à ce sultan, donc Rachid, va se retourner contre eux, donc emprisonner le fils de Arras, qui lui avait vraiment donné un accueil, une protection, donc ce qu'on appelait à l'époque l'aman. Donc quand vous êtes sur la protection d'un caïd, personne ne peut vous approcher. C'est une sorte de contrat qui relevait du droit coutumier à l'époque dans le Rif. Et puis il va même finir par épouser donc une des filles de ce caïd. Donc pourquoi ce clin d'œil historique, tout simplement que le foyer, ou bien pour confirmer ce que je disais au début, ça veut dire le foyer de ce conflit ne date pas du XXe siècle ou bien du XXIe siècle, mais il a ses origines carrément dans le foyer de la naissance de cette dynastie. علاقات كان فيها مد وجزر، مرة الريف كيرجع له مرة كيتقدم، ولكن غادي نجيو هنا للقرن العشرين، ولا بالضبط القرن 1912 فاش غادي تدخل فرنسا واسبانيا والمغرب. انذاك 1912 دخلت البلدان الاوروبيه عن طوايا المغرب حمايه للسلاطين اللي ما حماوش البلاد، بمعنى ان السياده ديال المغرب ترهنات قبل 1912 اضطر السلطان الحفيظ يوقع معاهده الحمايه، غادي يتوضع المغرب كله في يد فرنسا وفي يد اسبانيا في شمال المغرب. انذاك غادي يوقع شنو؟ غادي يوقع ان الريف بقياده الشريف ومزيان قبل محمد بن عبد الكريم الخطابي، هادشي كتعرفوا قبل الشريف ومزيان في 1912 مقاومه الاسبان. بعد الشريف ومزيان غادي يجي عبد الكريم الخطابي
1921 1926 27 وهنا غادي تظهر لي اول مره ركز على هذا سي محمد تهمه انفصال للدوله المغربيه الى اليوم بمجرد ما ان مواطن من الريف يطالب باي شيء يقول لك انفصال وغادي نرجع نتكلم على اصل هذا الانفصال. Voilà, donc le conflit ou les frictions vont continuer entre la dynastie, bien sûr, qui régnait à l'époque et qui était dans une phase de déconfiture, de faillite politique. Donc c'est une dynastie qui s'est endettée, qui n'a pas pu se faire face à son endettement vis-à-vis des puissances européennes. Et le deuxième point, c'est qu'en s'endettant, elle revendiquait des impôts assez conséquents aux tribus berbères qui refusaient de les payer, parce qu'ils ne voyaient rien en retour. Et donc ce qui fait que ces tribus du sud et du nord se sont révoltées, refusant quoi que ce soit à ce sultan. Ce dernier était contraint et obligé, pour assurer la pérennité de la dynastie, de faire appel à la France. Donc la France n'est pas venue par les armes, on le verra plus tard, elle viendra bien sûr par les armes parce qu'il va y avoir de la résistance interne, mais donc c'était par la bénédiction et la bonne volonté de la famille régnante qui a accepté de signer un traité qui s'appelle le traité de Fès. Ce traité de Fès a été signé par Abd el-Hafid. Avant le traité de Fès, il y avait le traité d'Algésiras qui a été signé en 1907 par Abdelaziz, qui a vu subir un coup d'État par son frère Abd el-Hafid. Et Abdelaziz n'a pas été écarté seulement, mais il a dû fuir vraiment, je veux dire, la colère de son frère Abd el-Hafid. Et c'est ce qui va arriver avec Abd el-Hafid. Au moment où il va y avoir un coup d'État qui va être organisé par Sultan Youssouf contre lui, il va aussi prendre ses bagages et fuir donc le Maroc pour se réfugier en Europe. Donc voilà. Et on va voir dans cette résistance qui va être opérée par des tribus berbères au sud et surtout dans le Rif, qui n'ont pas du tout accepté ce traité de protectorat et plus particulièrement le traité concernant le protectorat espagnol sur le Rif. Là, on va voir apparaître dans le dictionnaire, je veux dire, historique et politique de la dynastie régnante, le mot de séparatisme. Donc le mot n'est pas nouveau, parce qu'on a entendu parler, pour les jeunes, parmi vous, la première fois où ils entendent parler de ce mot séparatisme, c'est au moment du Hirak de 2017 pour accuser Zafzafi et le mouvement du Hirak de séparatisme. Non, 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 le mot a été déjà prononcé en 58 et même dans les années 20, comme vient de le rappeler donc Dr Moustapha Arab. وي سي سا السيباراتيزم او الانفصال هي تهمه لصقتها فرنسا وليست الدوله المغربيه لانه ما كانش دوله. في ذاك الوقت السلطان يوسف اختارته فرنسا يعني عمدا قالوا انه هذا صفحه بيضاء او باج بلونش غادي نكتبوا فيها اللي بغينا معنا نديروا به اللي بغينا. غادي يتهموا عبد الكريم الخطابي بالانفصال في الوقت اللي عبد الكريم الخطابي رفض الهيمنه الفرنسيه على المغرب وعلى الريف ورفض الهيمنه الاسبانيه وقرر يواجه الاسبان بلغه السلاح. ليس بلغه السلاح لان لو كانت بقات هنا المساله يعني ما بين عبد الكريم والاسبان الفرنسيين كانوا ما غاديش يدخلوا. الفرنسيين دخلوا في الوقت اللي عبد الكريم الخطابي تغلب على الاسبان وخلق جمهوريه. وهذا هو بيت القصيد، خلق جمهوريه معناها انه اول شك في تاريخ الدوله العلويه في المشروعيه التاريخيه لهذه الدوله. عبد الكريم الخطابي قال لا، انتو الدوله ديالكم السياده ديالكم رهنتوها لفرنسا والقوى الاوروبيه، حنا غادي نخلقوا سياده بديله وشرعيه تاريخيه بديله في الريف. وهنا غادي تبدا فرنسا تتهموا بالانفصال على من؟ على السياده. ولكن عبد الكريم كان كيقول لهم اية سياده وانتم كتحكموا فيه، كتحكموا في السلطان بحالو بحال الدميه. Donc voilà, le mot séparatisme pour le docteur Moustapha Arab est une dénomination qui a été fournie par les Français. Parce qu'il se dit, les sultans alaouites ne gouvernaient pas. Donc le pays, c'était les Français qui avaient une armée, qui avaient une administration et qui étaient à l'origine de la fondation du Maroc d'aujourd'hui. Donc il fait bien sûr, il rappelle la citation de le maréchal Hubert Lyautey qui disait que le roi du Maroc est une page blanche sur laquelle on est prêt à écrire toute l'histoire du Maroc. Donc pour eux c'était une simple page blanche
Et ce n'est pas les Marocains qui vont rédiger ce qu'ils ont envie de rédiger là-dessus, sur cette page blanche, mais plutôt, ça sera la France qui va rédiger donc ce qu'ils ont vraiment envie de rédiger. Et le coup de massue, selon Dr Mostafa Arab, viendra de la mise sur pied de la première République, vraiment, dans toute cette région ou cet espace maghrébin, musulman, etc., et qui était la République des Rifs, avec ses institutions, et comme le rappelait tout à l'heure Dr Khamlichi en faisant référence au bouquin de Richard Pinnell, A Country with a Government and the Flag, ça veut dire un pays avec un drapeau, avec un gouvernement et surtout avec une monnaie qui était en préparation. Donc carrément un État moderne et comme le révèle de plus en plus un certain nombre d'archives étrangères qui commencent vraiment à se dévoiler aux historiens. أمر بسرعة على هذه المحطات باش نعلمكم وضعكم بصورة ونعطيكم أنا بأس جنرال يعني نظرة شاملة على التاريخ الحديث المغرب باش نوصل لذروة الصراع ما بين الدولة المركزية والريف هي 1958-59 اللي غادي تعرف هذه المنطقة هجوم عنيف ثم فظاعات وانتقامات. على أي حال فرنسا لما دركات عبد الكريم الخطابي يؤسس لخطر وجودها في شمال افريقيا قررت ماشي تتضامن على اسبانيا، ضغطات على اسبانيا على اساس انهم يتعاونوا بجوج من اجل القضاء على عبد الكريم الخطابي، لان الفرنسيين جبناء، اقولها جبناء وتحمل المسؤوليه لانهم خافوا من انوال الثانيه ولكن تكون في صفوف الجيش الفرنسي، لذلك ضغطوا على الاسبان وجروهم في 1925 على اساس انهم يقضوا على عبد الكريم الخطابي ويقضوا على جمهوريه الريف، والمارشال الفرنسي بيتان اللي قال لهم اريد ريفا جو ريف سون عبد الكريم، اريد ريفا بدون عبد الكريم، وانذاك غادي يستعملوا الغازات السامه وغادي يوافق السلطان المغربي، وهنا غنفهموا التضاد يعني العداءات ما بين منطقه الريف والباقيه. السلطان المغربي غادي يوافق على توظيف المحله يعني الجنود الرسميين ديال المغرب، وكذلك وافق على استعمال الغازات السامه، وهنا وصل العداء التام ما بين السلطان يوسف هو عبد الكريم الخطابي والباقيه غادي نتكلموا عليها. Merci beaucoup. Voilà, cette république va présenter un grand problème, je veux dire, pas uniquement pour les Espagnols, mais aussi pour les Français, qui étaient déjà présents en Algérie depuis 1830. Ils avaient peur que cette conscience politique, cette conscience qui commence à gagner du terrain dans pas mal d'organisations, pas mal d'esprits français. On l'avait vu avec un certain nombre d'articles publiés en France, un certain nombre de commissions mises sur pied par le Parti communiste français qu'on a dépêché, je veux dire, dans le RIF, la commission qui a été menée par Doriot. Par exemple, le livre de Semar que Mostafa Arab a traduit, donc qui était secrétaire général du Parti communiste, qui va être exécuté en tant que résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces... sans oublier bien sûr le mouvement des surréalistes français, donc, et André Breton, donc toutes les déclarations d'André Breton concernant la guerre du Rif et concernant cet espoir qui se manifeste à travers cette république. Donc Pétain, quand il a débarqué au Maroc, on n'a pas dépêché n'importe qui pour faire face à Abdelkrim, on a dépêché les plus grands généraux, les plus grands maréchaux que comptait l'Europe à l'époque. Le maréchal Pétain, on le sait tous, c'est le héros de la bataille de Verdun, Franco, qui va vraiment gouverner sur l'Espagne avec une main de fer. Primo de Rivera, vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos qu'a présenté Dr Khamlichi. Donc, Abdelkrim, contrairement à ce qu'on essaye de nous vendre, faisait peur à toutes les chancelleries européennes parce que cette peur se manifeste par le fait qu'il peut être à l'origine de la naissance d'une conscience anticoloniale. Vraiment. Et ça faisait peur vraiment aux militaires français, espagnols. Abdelkrim a été à l'origine de la chute d'un des plus gros maréchaux français, c'est le maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey a démissionné avant même le début de la guerre de Pétain et on a utilisé des armes qui ont été interdites
par la conférence de Versailles. Donc le traité de Versailles interdisait l'usage des armes chimiques, et là on va voir quasiment une synergie entre beaucoup de pays, l'Italie, l'Allemagne. Il y a un bouquin en vente, et c'est à la sortie, sur les armes chimiques réalisé par de grands investigateurs, journalistes allemands, qui parlent vraiment, si vous voulez, des mémoires de Stoltenberg, qui s'occupait vraiment de vendre les armes à Franco et à la France, et ces armes ont été utilisées vraiment dans le Rif. Donc Abdelkrim n'était pas ce petit berbère qui vient de sortir de son hameau, etc., mais c'était un homme qui portait un grand projet, et c'était un homme qui était initiateur d'une conscience anticoloniale, du moins dans le Grand Maghreb. Oui. Suite à ce que tu as dit, Mohamed, il y avait 20 généraux français au Rif, ce qui n'était pas le cas dans la guerre mondiale de 14-18. على أي حال الفرنسيين والإسبان بمساعدة البريطانيين، لأن بريطانيا ما كانش باغا عبد الكريم يتفاوض مع الفرنسيين على اساس استقلال في الريف ويكون عندها مقابل جبل طارق في طنجه واحد جبل طارق اخر، يعني واحد خطر اخر. على اي حال هذا موضوع اخر. الفرنسيين تحالفوا مع الاسبان، خرجوا عبد الكريم في 1926. 1947 غادي يرتكبوا غلط الفرنسيين من اللي قرروا يهزوا ياخذوا عبد الكريم من المنفاه في جزيره لا ريونيون. غادي نوصلوا للمحطه الاخيره ب 58 59، لذلك كان غادي يجبدوه 1900 يجيبوه من لا ريونيون 1947 وينزل في القاهره. هذا موضوع اخر غنتناقشوا عليه فيما بعد. غينزل في القاهره وخدا اللجوء في القاهره، ولكن الفرنسيين ما خداوش الحساب ان عبد الكريم ورغم سنه كان اكبر منا سنا، مع ذلك غادي يواصل من القاهره، وهنا غادي تحول فرنسا سياستها من بلدان شمال افريقيا كلها. Donc voilà, il nous parle d'une grosse erreur politique, bien sûr, qui va être commise par les Français après avoir fait exiler Abdelkrim du Rif vers l'île de la Réunion, où il va passer quand même 21 ans, de 1926 à 1947, pour le faire revenir en France. On parlait à l'époque de Marseille, il y a eu beaucoup de scénarios possibles. Mais le problème, l'histoire va en vouloir autrement. Le bateau qui transportait Abdelkrim, du nom de Katomba, je crois. Oui, donc du nom de Katomba, faisait quand même escale à Aden et surtout faisait escale au Caire, à Port Saïd. Port Saïd. Et donc, est-ce que les Égyptiens étaient informés de qui était à l'intérieur de ce bateau? Est-ce qu'on les a informés à partir de Éden? Donc là, les archives ne parlent pas encore. On parle, est-ce que Abdelkrim au Caire, est-ce qu'il a décidé lui-même de descendre de sa propre volonté, etc. Ou on lui a joué un sale tour pour le faire descendre au Caire? Donc souvent on parle en arabe, Nuzul am Inzal, pour ceux qui comprennent l'arabe. Est-ce que c'est une escale volontaire ou forcée? Donc là, il faut que les archives me parlent. Qui était à Aden au moment de l'escale à Aden? Qui était à Port Saïd? Mais l'histoire que nous rapporte un certain romancier, entre guillemets politicien marocain, mais qui ont écrit des romans plus que des autobiographies historiques, parce que quand on parle de soi-même, souvent, il y a beaucoup de subjectivité et ce n'est pas une œuvre qu'il faut prendre. Mais on n'a que ça sous la main. Et donc, on ne dit que non, on a demandé à Farouk, le roi d'Égypte à l'époque, etc., de l'arracher de la griffe des Français et de lui donner donc asile en Égypte. Donc, Abdelkrim a accepté avec sa famille, il a accepté l'hospitalité et l'accueil du roi Farouk, et donc il a accepté de descendre, je veux dire, en Égypte. Il y a énormément de choses qui ont été écrites là-dessus, entre autres Mohamed Amzian, etc. On n'a pas le temps de revenir là-dessus, comme ça on peut avancer. Donc, Abdelkrim va descendre en Égypte, et à partir de l'Égypte, il va mettre sur pied le comité de la libération du Grand Maghreb, et ça va être vraiment donc une épine dans le pied des Français, qui regrettait de ne pas l'avoir laissé dans l'île de la Réunion, loin, loin, loin. Maintenant, il est en Égypte. Quelques années, Nasser arrive au pouvoir. Donc,
un pro-nationaliste, pro-arabe, il va soutenir la cause algérienne, etc. Et donc on a créé un problème auquel on n'avait pas du tout pensé. Oui. غنخليو التفاصيل الان باش نخليو الفرصه للنقاش. 47 عبد الكريم الخطابي في القاهره يبدا العمل ديالو، ولكن من ذاك الوقت فرنسا بدات كتخمم كتفكر شنو غادير في شمال افريقيا، اما انها غتواجه عبد الكريم الخطابي مره اخرى كما واجهته في 21 في 25 26، ولكن هذه المره غتكون معاه الدول العربيه ربما وكذا، ولا غتمشي تفاهم مع المغاربه الاخرين اللي ما كانوش باغيين يديروا الحرب مع فرنسا، ولكن كيتهادوا معها. الله يرحم والدينا لالا فرنسا، احنا ما بغيناش نفصلوا عليكم، بقاو معنا نبنيو الدوله ديالنا، عطيو لنا حكم ذاتي ولا استقلال ولا سموه كما بغيتوا، ولكن احنا معكم. في 1956 باش نلخص المغاربه معهم السلطان محمد الخامس. السلطان محمد الخامس الفرنسيين ما كانوش باغيينه لان كانوا خرجوهم من فرنسا في 1953، ولكن المغاربه ناضوا في صداعات الى اخره في المدن ديال خريبكا، الدار البيضاء، وجده الى اخره، غادي يرجعوا محمد الخامس للمغرب بعد ما عرفوا ان ما كاينش اللي غيحمي المصالح ديالهم في المغرب قد السلطان محمد الخامس، واللي كانوا معاه من الوطنيين اللي كيسميو نفوسهم الروسيان هم الوطنيين. هنا عبد الكريم الخطابي هو الوحيد، الريفي الوحيد والمغربي الوحيد والمغاربي الوحيد اللي قال نو، احنا ما باغينش هذا الاستقلال، هذا ماشي استقلال، هذا تسويه، ان اورونجمون بينكم وبين فرنسا، احنا ما باغينوش. وهذا الشيء ما خفاش عبد الكريم، وانما قرر انه يواجهه. Donc l'émergence d'Abd Karim en Égypte et surtout le soutien du monde arabe pour ce personnage historique et le déclenchement de la guerre de libération en Algérie en 1954 ont ramené les Français carrément à essayer de trouver une alternative pour le Maroc, de l'autre côté la Tunisie, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, de rentrer dans des négociations directes avec un groupe d'intellectuels ou une élite marocain qui se sont autoproclamés je veux dire résistants, nationalistes, les défenseurs du Maroc, etc. Et les Français vont les ramener au départ à la Celle-Saint-Cloud, puis après à Aix-les-Bains où ils vont vraiment signer les accords de l'indépendance. Mais comme le disait Edgar Faure, il n'y a pas eu d'indépendance, c'est une indépendance dans l'interdépendance. C'est le terme qui est utilisé, l'indépendance dans l'interdépendance. Jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, tous les juges, à partir des tribunaux d'appel, étaient français. En dehors des jugements rendus par les tribunaux de la famille, qui étaient en arabe, tout le reste était rendu en français. Il y a des gens qui étaient condamnés parfois à des peines lourdes. La sentence était livrée, était prononcée en français, et le bonhomme ne comprenait rien. On lui expliquait quand il arrivait en prison. Il dit, mon ami, tu es condamné à 30 ans, à la perpétuité. Alors devant le juge, il ne comprenait rien. C'était ça le Maroc des années 60. C'était un Maroc français qui continue sous un vernis marocain. Mais c'était du vernis, ce n'était pas un Maroc indépendant. C'est un Marocain. Et d'ailleurs, il y a des accords secrets dans les archives vont être dévoilés en 2050. Et là, vous allez découvrir des choses. 50% des revenus du phosphate sont versés à la France. Ouais. Il y a des contrats qui ne peuvent être signés en privilège avec les sociétés françaises. Et ça, c'est dans les accords d'Aix-les-Bains, qui est un accord international. Alors beaucoup de gens vous disent pourquoi les Marocains ne se révoltent pas contre ça. Ben, on ne se révolte pas contre les accords internationaux. Pour qu'on puisse se révolter contre les accords internationaux, ben, il faut faire la tabula rasa. La tabula rasa commence quand en droit international, quand vous mettez fin au régime qui a signé ces accords-là. Ça veut dire faites une révolution et vous faites arriver un autre régime qui vous dit moi, ce qui a été signé avant moi ne m'engage pas. C'est ce que Khomeini avait fait par rapport à tous les accords de Chêne. Et ici, on est toujours dans la continuité du régime, donc on va subir Aix-les-Bains jusqu'à la fin du temps. Oui, c'est vrai. L'indépendance dans l'interdépendance. Même les Français n'ont pas arrivé à comprendre cette notion-là. L'indépendance dans l'interdépendance. C'est la première fois qu'on utilise cette expression. Allez,
1956 عبد الكريم الخطابي غيعلن ثوره من القاهره، ثوره ضد من؟ ضد فرنسا وضد الاستقلال اللي كان استقلال مشروط. ولكن شنو غادي يوقع؟ اذا كان في 1925 26 حاصرته فرنسا واسبانيا، هذه المره غادي يحاصروا مؤسسه المخزن ومن معه اللي كانوا من الوطنيين، بالخصوص حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال الى اخره، كانوا جوج في المغرب. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش تاريخ المغرب غادي يوقع صراع دموي في مدن الشمال، العرايش، طنجة، تطوان، ناظور، الحسيمه، غادي يقتلوا تقريبا ويختطفوا كل الانصار ديال عبد الكريم الخطابي. وهذا الشيء موجود مكتوب عندنا الان وتاكدت هذا الشيء، يعني ماشي كنتهموا الناس ديال عبد الكريم الخطابي اللي كان كيتعامل معهم، جابوهم واحد اللي تقتل اللي تختطفوا ما باليش الاثر الى اليوم، حتى سالاو مع عبد الكريم الخطابي. ونلخص هذا الشيء ومن بعد فكر غادي نجيو 58 59 عجاله ملي قتلوا الناس ديالو في شمال المغرب، اهمهم الناس ديالو الكبار اللي كان واحد ضباط اللي كان كونوهم في سوريا وفي العراق الى اخره، منهم حد واكشيش، وكان شخصيه اخرى اسم سعدي معروف بالنسبه للريافه والمغاربه المهتمين بتاريخ تلك المرحله. غادي يتوقف الصراع ما بين عبد الكريم الخطابي من جهه، السلطان والوطني من جهه اخرى، ويتحول ما بين السلطان والوطنيين بيناتهم. يعني حتى سالاو، لان في المره الاولى تلاقات المصالح ضد عبد الكريم الخطابي، لما دركوا ان عبد الكريم الخطابي خلاص يعني وجهوا ضربه قاضيه انذاك بيناتهم، لانه حزب الاستقلال كان باغي يقسم مع السلطان محمد الخامس الحكم، غيخليه هو يسود وهما يحكموا. هذا الشيء ما عجب ليهمش السلطان، غادي يعلن الحرب على حزب الاستقلال. وهنا غادي تجي 58 59 اللي غادي تحدث فيه، فكر في هذا مزيان السي محمد، غادي يفكروا في مناورات مختلفه. غادي السلطان غادي يضطر انذاك يواجه حزب الاستقلال وغيخلق الناس ديالو باش يواجه حزب الاستقلال. عبد الكريم الخطابي من القاهره غادي يستغل الفرصه، وهنا كنقول عبد الكريم الخطابي مات واقفا. من الف الثوره والدفاع على الكرامه لن ينحني ولا ينحل. لما شاف ان الصراع اندلع ما بين الخصوم غادي يرجع من جديد في 58 59. وهذا موضوع ديال الكتاب الاخير اللي سميته انتفاضه الريف 1958 نهايه حلم. Donc voilà. Après l'indépendance, bien sûr, il y a eu des opposants à cette indépendance dans l'interdépendance. Il va y avoir une alliance qui est due à la convergence d'intérêts. Ce n'est pas une alliance de principe, mais des convergences d'intérêts entre, soi-disant, le mouvement nationaliste qui pensait ou qui s'imaginait qu'un jour, une fois cette résistance ou cette opposition à cette indépendance dans l'interdépendance est terminée, on va essayer de manipuler le roi comme l'ont fait les Français. Et les choses vont se terminer, vont se passer autrement. Donc ils vont commencer avec la complicité du régime mis par les Français en place, ça veut dire le régime sultanien qui va devenir après un régime monarchique, donc dans la liquidation vraiment de la résistance dans le Rif. Beaucoup de leaders rifins vont être exécutés, enlevés, disparus, torturés. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été, disons, torturés dans des villas, par exemple à Tétouan. Je crois que les gens de Tétouan connaissent très bien cette villa, c'est Jnandar Brisha, c'est la villa de Brisha. Et puis d'autres ont été torturés, bien sûr, à Al-Husseima, d'autres ont été torturés dans d'autres endroits. C'est juste après le déclenchement de la résistance contre les Français par l'armée de libération du Nord, qui a été menée par Abbas el-Msaadi, qui va être lui-même assassiné. Ce dernier a semé la terreur dans ce qu'on appelait à l'époque le triangle de la mort. Donc il était Tizi Ouzli, Aknoul, Bordre du côté de Taza. Et donc ces gens-là vont avoir donc une fin terrible, soit assassinés par le régime, soit assassinés par ces pseudo-mouvements nationalistes. Voilà. Et donc Abd Karim va profiter justement de cette situation de confusion parce qu'une fois cette phase est terminée,
les problèmes entre le Makhzen ou bien la monarchie et ce mouvement nationaliste vont commencer. Donc après avoir assassiné l'ennemi commun ou liquidé l'ennemi commun, les conflits vont commencer entre eux pour le pouvoir. Et là, je vous invite à la lecture ou à l'achat d'un livre qui est extraordinaire, qui est une thèse de doctorat d'un historien marocain qui a beaucoup de soucis pour le moment, Marti Mounjib, qui s'appelle « La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir ». C'est sa thèse de doctorat qu'il a défendue à Montpellier, et vraiment c'est un ouvrage qui résume d'une manière très fine, très pointue, très scientifique, avec beaucoup de neutralité axiologique. Il a travaillé beaucoup sur les archives marocaines. Donc pour vous dire, les archives bien sûr des journaux, etc. Oui. Abdelkrim رجع في 1957 السلطان ديال المغرب والحركه الوطنيه دركوا مساله عرفوا ان عبد الكريم غير رجع، لذلك خداو قرار باش يمشطوا الريف، سواء تما مشاكل ولا ماشي مشاكل، لان الناس اللي كيتكلم هنا الان على انتفاضه الريف 1958 غالبا كيقولوا ان الريافه كانوا ضد سياسه حزب الاستقلال، صحيح، ولكن ماشي هذا هو المقصود. المخزن السلطان محمد الخامس ومعاه الحركه الوطنيه بحال على الفاسي وبن بركه، هذه السميات بالنسبه لبعض منكم ما كتعني والو، ولكن على اي حال السلطان مع الحركه الوطنيه قالوا غادي يصفيو الحساب مع عبد الكريم الخطابي في نوفمبر 22 نوفمبر غادي ياخذوا لو ديكري ميليتاريزاسيون دو اقليم الحسيمه، يعني ظهير عسكره اقليم الحسيمه، في الوقت اللي السلطان كان مازال كيستقبل الناس ديال الريف. الناس ديال الريف كيجيو للرباط عند السلطان كيقولوا ودي حنا ما عندناش مشاكل معاك انت، حنا ما بغيناش نقلبوا الثوره او نديروا ثوره ضد الملكيه ولا، المشكل عندنا مع حزب الاستقلال لان كيستخف بينا، وثانيا قصانا لان حنا كنتكلموا الريفيه والنخبه ديالنا قرات في اسبانيا، الاسبانيوليه خديتوها بالسيطره الاسبانيه خديتوها، الحدود مع الجزائر غلقتوها، فكنا من حزب الاستقلال. السلطان كيقول لهم رجعوا لديوركم الدنيا هانيه ما كاين والو، ولكن في هذا الوقت بالتوازي يعني الحسن الثاني اللي كان قائد اركان الجيش كان في تطوان مشغول مع تهيئ القوات الملكيه المسلحه لتوجيهها للريف. الناس كتقول تحسبا لماذا؟ لانه الناس في الريف 63 شخصيه جات من الريف في نوفمبر وديسمبر الرباط عند محمد الخامس كتقولوا له حنا ما معنا ضدك والو، ما بيناتنا وبينك انت والو، ها المشكله في راها، قال لهم سيروا رجعوا في حالتكم. اذا في هذه الحاله هذه غادي نفكروا منطقيا نقولوا ضد من كنت هذه الاستعراضات العسكريه اللي كاينه في تطوان وكاينه ثكنه عسكريه في بركان. هنا غادي نستنتجوا ان السلطان ومعاه الوطنيين كانوا كيستهدفوا حد اخر من الناس اللي يقال انهم طلعوا للجبل، كانوا كيستهدفوا عبد الكريم الخطابي اللي شافوه رجع للمنطقه ومعاه الجزائريين وهذا تاريخ كبير، لانه الان خلينا داك الذباب الالكتروني بين المغاربه ولا الجزائريين في التيك توك، هذاك الشيء راه غير خو الخاوي. مشاكلنا مع الجزائري ولا مشاكل الجزائري معنا حنا قديمه وكترجع هذه المنطقه، لان الجزائريين الى حدود الان كيقولوا للمغاربه ماشي لينا حنا انتم وسيمو، كيقولوا للمغاربه اللي كيحكموا انتم سمحتوا فينا في الوقت اللي كنا حنا قررنا في 1947 في القاهره نواجهوا فرنسا على 3 الجبهات، تونس والمغرب والجزائر. انتم سبقتوا مع التوانسه ومشيتوا تبعتوا شريتوا مع هادشي اللي كيقولوا الجزائريين اليوم. واش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق؟ هذا شيء اخر. انا كنقول رجعوا 1958 مع عبد الكريم الخطابي المنطقه، سي محمد عقل على هذه. كاينه باحثه ايطاليه ذكرت هذاك النهار في التيك توك اللقاء ديال التيك توك، باحثه ايطاليه سميتها كاترينا روغيرو، كتقول انه في 1958 الاستخبارات الفرنسيه اكتشفت ان جبهه التحرير الجزائريه، وللعلم جبهه التحرير الجزائريه عبد الكريم الخطابي مع اخوه السي محمد مع احمد بيوس ومع واحد سميتو الفضيل التولاني، هادو اللي اسسوا جبهه التحرير الجزائريه في يناير 1955. باش ما نتفاجئوش اذا قلنا عبد الكريم الخطابي جا مع الجزائريين، وربما يقول فينا شي واحد هذا خائن، يعني اذا انطلقنا من داك الشيء ديال الذباب الالكتروني، لا في ذاك الوقت ما كان لا خيانه، كانت انا ذاك الوطنيه. واش نوقفوا ضد فرنسا ولا ما نوقفوش؟ اذا نرجع مع الجزائريين. لماذا؟ لان الجزائريين هما اللي بقاو على الخط. كنت نذكر هادشي
الجزائريين هما اللي بقاو على الخط مع عبد الكريم، وانذاك كانوا مغاربه اللي هازين الاعلام ديال جبهه التحرير الجزائريه في بركان، الناظور، الحسيمه، وميم في طنجه، يعني منين جات اعلام ديال الثوره الجزائريه. صحيح محمد الخامس وحتى الجزائريين اللي شاف فيكم الحوار ديال بن بله في الجزيره مع احمد منصور، قال على محمد الخامس يدو، هذا كلام يدو نضيف علينا، هذا بين محمد الخامس والجزائريين، ولكن المساله كتجاوز السلطان محمد الخامس وبعض الشخصيات. Non, il y a beaucoup d'informations, mais je vais essayer de résumer, je ne vais pas les assommer avec les noms, Donc le gros problème, pour Moustapha bien sûr, Dr Moustapha Arabe, c'est... donc pour les Rifins bien sûr, qui étaient en délégation au palais royal, donc invité par Mohamed V, en arrivant chez lui, on lui rappelle tout simplement que le problème des Rifins, les revendications des Rifins ne veulent pas de changement de régime, ne veulent pas de changement de monarchie. Leur grand problème, c'est avec le parti dominant à l'époque. Il y avait un seul parti, il y avait un tout petit autre parti qui s'appelle le Parti de la démocratie et de l'indépendance de Mohamed Hassan Ouazzani, mais il ne pesait pas grand-chose à cette époque-là dans le paysage marocain. Mais le Parti de l'Istiqlal est un parti hégémonique, mais qui voulait vraiment devenir le parti unique au Maroc, en phagocytant toutes les volontés politiques qui existaient à l'époque. Il me dit que notre problème est avec le Parti de l'Istiqlal, qui veut nous imposer une vision, je veux dire, totalitaire et une vision monolithique de ce nouveau Maroc. Par exemple, on a commencé par, je veux dire, arabiser d'une manière outrancière, et surtout, on a commencé à franciser l'administration. Et on sait très bien que toute l'élite du RIF était une élite hispanophile, formée en Espagne, soit dans l'armée, soit dans la médecine, soit quasiment dans toutes les disciplines. Et on avait vraiment cette élite, quand il a entendu qu'on a commencé à franciser, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait plus quitter l'Espagne. La plupart de cette élite a décidé de rester en Espagne. Et donc, ce qui fait qu'on a décervelé la région. Toute cette élite n'est pas de retour. Alors que dans l'autre Maroc français, l'élite était de retour, était au rendez-vous. Et quand il était de retour au rendez-vous francophone, formé à la française, drillé au fonctionnement de l'administration française qui était dans le Maroc français, donc ils ont occupé des postes clés, les contrats, les grandes décisions dans les ministères, l'organisation de l'État, et j'en passe, l'organisation de la justice, et j'en passe. L'élément très important qu'on avait déjà cité au début de cette conférence, c'est les gens sont en train de négocier Hassan II, prince héritier et le chef de l'armée royale à l'époque, présents à Tétouan, au sein d'une caserne, en train de préparer l'armée. On a mis sur pied, on a activé ou réactivé une caserne du côté de Berkane, donc pour préparer aussi donc à des éventuels soulèvements dans la région. Et le pire encore, on est encore au stade de négociation, on va délivrer un décret et qui est l'autorité juridique la plus forte au Maroc, le décret royal, et qui va militariser la région de la province de l'Husseima. Donc la province de l'Husseima était gérée par un décret royal et avait une fonctionnalité militaire. Alors qu'il ne s'y passait rien, il n'y avait pas de raison, alors que d'autres foyers de révolte à Sidi Ifni, à Tarfaya, du côté de la région de Doubihi, mais là, ils n'ont pas eu le même traitement. Donc ce qui fait que le RIF était déjà visé, il se révolte ou il ne se révolte pas, il va être maté. Il y avait une volonté non avouée, les Rifins se révoltent ou pas,
Je crois que ça tout le monde comprend. C'est-à-dire, pile je te tue, face tu es mort. Voilà. Voilà, c'est ça. هنا غادي نرجع على داك الشيء اللي قلنا على لانديبوندونس دون لانترديبوندونس. في الانتفاضه ديال 1958 59 عبد الكريم الخطابي ما كيسميهاش انتفاضه، كيسميها لا ريفولوسيون، ثوره، وفي فرق ما بين ثوره وانتفاضه. الانتفاضه غالبا ما تكون عشوائيه تلقائيه الى اخره، ولكن الثوره كتكون مخطط لها. عبد الكريم الخطابي كان يخطط للثوره من 56. هنا الفرنسيين غادي يدخلوا باش يحميوا الحلفاء ديالهم كما داروا في 1925 26. الطائرات اللي نزلت للريف باش تقصف الريف، الطائرات اللي كانت كتحلق فوق الحسيبه وخلعات عباد الله، الدبابات والمدفعيات، المدفعيات من نوع دي سي 3، طائرات من نوع موران، هادو فرنسيه. قائد اركان الجيش في ديسمبر هادشي كيذكروا حتى عبد الكريم الخطابي في تقرير صاغوا على انتفاضه 1958 59. اركان الجيش اجتمع مع السفير الفرنسي في الرباط، والسفير الفرنسي كان رايح جاي لباريس حتى يرجعوا بهذه الطائرات. يقال انه الطيارين فرنسيين، ولكن اللي عارفينه حنا عارفينه الان يعني بوثائق بمواد تاريخيه، هو ان الطائرات والمدفعيات كانت فرنسيه. غادي يتم سحق الثوار لمده اسبوع. منطقه الحسيمه انذاك غادي تحول منطقه اي 90 في ناحيه الشرق، وبعدين غادي يمتد القمع للريف الشرقي. ولكن العنوان اللي عطاو الاخوان لهذه الندوه هذه جراح التاريخ، لا بليسيور لو ريف اونتر لا بليسيور فوالا Les blessures de l'histoire. Voilà. Le RIF et les blessures de l'histoire. جراح التاريخ. تكلمنا على جرح الاول، تكلمنا مع جرح عبد الكريم الخطابي، وهذا كاين جرح 1809 عقل على هذا اسمه الله يرحم الوالدين، جرح 1958 59 ما غاديش تنسى. جميع الشعوب تقدر تقتل في الشعوب اللي بغيتي تقتل. شوفوا الغزاويين تقدر تاخذ لهم اللي عندهم، ولكن ما تقربش النساء، ما تغتصبش الفتيات، ما تغتصبش الاطفال الصغار، وما تغتصبش النساء، وما تبرقش ما تقطعش كرش ديال النساء الحوامل. هذه اهل الريف ما غاديش ينساوها. كنقولها بهدوء، اهل الريف ما غاديش ينساوها. وطالما الدوله المغربيه تتجاهل وكتهرب دائما ذاك التقنيه اللي محطوطه في فريجيدار ديال الانفصاليه، وقتاش ما هضرت نقول اجي نتكلموا على التاريخ، اجي شنو درتو هنا وتقول انت انفصالي، معنى هذا انك بغيت انت ان ارسطوتيكو يعني الوضع القائم غادي يستمر. Tu m'as fait perdre le verbe. Vraiment, tu m'as fait rappeler une période d'histoire très difficile, très douloureuse. Et c'est Mustapha, tu sais que le film de Idrissi, Tariq al-Idrissi, je ne l'ai pas regardé en entièreté. À chaque fois, je zappais parce qu'il y a justement des témoignages des gens aujourd'hui âgés qui ont 70 ans, mais qui avaient 10 ans, 12 ans. À l'époque, des garçons, des petits garçons qui étaient hébergés et tout, et qui étaient violés par des militaires. Violés, vous savez que ça veut dire violer un petit enfant dans le Rif. Et ces vieux, avant de partir, ils ont eu le courage, devant les caméras, de parler de ce petit quart d'heure ou ces 20 minutes qui ont passé sur la terreur d'un militaire. Beaucoup de sœurs qui avaient 10 ans, 12 ans ont vu leur grande sœur qui prenait soin d'elle. Parce que vous savez, souvent, dans notre culture, c'est souvent les grands qui prennent soin des petits. Qui venaient parfois, parce que la maman était malade, elle venait prendre soin, même s'il était marié, mais elle prenait un moment, ont vu leur sœur se faire éventrer, et on a sélectionné uniquement les femmes qui étaient bien avancées dans leur grossesse. Ce n'est pas de la fiction. C'est des témoignages croisés qu'on a récoltés dans des régions différentes, parfois éloignées de 80, 100, 120 km. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de WhatsApp. Donc, si les gens vous rapportent les mêmes histoires, et je parle que ces témoignages ont été récoltés dans les années 60, dans les années 70, donc oui, il n'y avait pas de communication entre ces femmes de ces différentes tribus. Donc, c'est des témoignages authentiques et qui ont été, bien sûr,
je veux dire, concrétisé par ce grand documentaire de Tariq Idrissi que je vous recommande bien sûr de regarder avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Oui, le silence brisé, en prenant beaucoup de calmant. Parce que c'est, je veux dire, moi je dis souvent, c'est pas Auschwitz, c'est vrai, Auschwitz c'est autre chose, mais je vous assure, c'est pas rien. C'est douloureux, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de mal quand on regarde ça. On a beaucoup de colère, contre qui, je ne sais pas. Voilà. Et c'est les Français, comme en 26, une grande partie a été chargée par le sultan. C'était des Américains, des mercenaires américains, qu'on appelle l'escadron de Lafayette. Il y a énormément d'articles scientifiques aujourd'hui écrits par des militaires eux-mêmes américains pour condamner donc, cette aberration, parce que les Américains ne pouvaient pas aller se battre après Versailles, ne pouvaient pas aller se battre en dehors du continent américain. Et donc ces gens-là, je ne sais pas par quel mécanisme ils ont pu se mettre sous l'autorité du sultan à l'époque. D'ailleurs, on l'appelait l'escadrille chérifienne, parce que c'est le shérif, le descendant de la famille prophétique, soi-disant, qui les a chargés de bombarder le Rif en 26. Et en 58-59, c'était les Français qui se sont chargés de bombarder le Rif avec le napalm. Alors, vous allez me dire, ouais, mais... Vous savez, il y a une émission sur Al Jazeera d'un ancien rescapé de Tazbamart, Hachad, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, donc Salah Hachad, qui a passé 17 ou 18 ans dans ce bagne de la mort. Et ce monsieur témoigne sur la chaîne d'Al Jazeera que lui n'était pas chargé de bombarder le Rif avec le napalm, mais que le Rif était bel et bien bombardé avec du napalm, et c'était des aviateurs français qui se sont chargés de le faire. Et des aviateurs français aussi partaient de la base de Marrakech pour aller bombarder des positions de la résistance algérienne en Algérie. Voilà une des sources de conflit avec l'Algérie. Je veux dire, les frictions algériennes avec ce Marzen ne sont pas gratuites. Ils ont été bel et bien bombardés, et c'est un témoignage d'un militaire marocain qui était à ce moment-là élève dans une des bases de formation de pilote à Marrakech. Donc, vous voyez, ce sont des témoignages valables, solubles, etc. Et comme disait Mustapha, oublier, oui, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. On oublie souvent, déjà, on commence à oublier souvent quand il y a de la reconnaissance de l'autre côté. S'il n'y a pas de reconnaissance, ce n'est pas des petits bobos. Je veux dire, vous savez très bien, s'il y a quelque chose de tabou chez les Berbères, c'est la sexualité. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu la cérémonie de mariage et vous allez comprendre que c'est quelque chose de sacré. Et quand vous venez et vous avez quelqu'un qui vous touche avec ses sales pattes, qui vous viole, etc. Et surtout, vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ça s'appelle un viol, et surtout un viol pédocriminel. Donc voilà. Et comment voulez-vous, quand on vient, on nous demande, oui, mais il faut se réconcilier. Moi, je vois très mal une réconciliation sans pardon, sans rien. Merci. C'est déjà l'heure. On doit laisser une marge pour la discussion, mais je vais finir avec... on peut raconter un tas de choses, mais on ne finira pas. لذلك سي محمد غنقول أن مسلسل الإهانات في 1959 كان بأمر حسب الاستخبارات الإسبانية بأمر من قيادة أركان الجيش. ينبغي اغتصاب النساء والأطفال إلى أن يذل الريفيون. وفعلا هذا ما حدث. الاستخبارات الإسبانية كتذكر هنا واحد باحث إسباني سميتو ماركوس بيريز كونزاليس كيذكر أن الاستخبارات الإسبانية رصدات آنذاك قوات الجيش خدات 60 فتاة مغربية عفوا ريفية من الريف خداوهم لثكنة عسكرية في بركان من أجل راكم عارفين من أجل الجنود اللي كانوا من اصل ريفي في ذاك الثكنه ملي اكتشفوا
ان الفتيات من الاصل الريفي غادي يشتبكوا مع الجنود المغاربه من مناطق اخرين، خلق لهم مشكل كبير. هذا غير مثال واحد على مسلسل الاهانات، قول الاغتصابات. اما الشواهد الحيه فداك الشيء اللي قال لكم سي مؤمن في الفيلم ديال طارق الادريسي. ثم طريفه اخرى من ضمن العديد، يعني ناس حماقت في الحبس، ناس ماتت في الحبس لان كانوا كيحطوا مئات الالاف في فضاء ديال 2 متر 3 متر 4 متر مكعب. هذه حكايه ريفي كانوا خداوه شدوه هلكوه بالعصا، انت طلعتي للجبل يقول اودي انا راه مشيت مع الناس راه ماشي هلكوه بالعصا. ملي لقاو ما في والو طلقوا ليه، مشى للدار. هادشي ماشي انا اللي كنقول، لان انا كنت مازال ما خلط. الاستخبارات الفرنسيه والاسبانيه هي اللي كتقول. السيد دخل للدار ديالو كيلقى مرته ميته بالقرطاس، يعني الجثه ديالها مشبكه بالقرطاس، والاطفال ديالو صغار كلهم ميتين. خرج باغي يحمق كيهود، كيسول الجيران قالوا له شفنا العسكر دخلوا سمعنا القرطاس ولكن ما قدرناش ندخلوا. هذا هو الجو اللي عاشوا فيه الريافه ديال 1958 59. والان الاخ ديالنا السي نور الدين الخمريشي تكلم لكم جزئيا باسيونمون على عبد الكريم الخطابي. Il s'agit toujours d'Abd el-Karim el-Khattabi. Il s'agit toujours d'Abd el-Karim el-Khattabi. ونخليها هنا. Je vais ici d'aller très vite pour laisser la place vraiment aux questions. Selon Dr Safa Arab, donc cette humiliation de masse à l'égard de la population rifaine était programmée, voulue, et selon, mais vraiment, les services d'information espagnols. C'est même pas des services d'information locaux ni rien du tout, mais vraiment les services d'information espagnols, c'était voulu, programmé. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, le seul journaliste britannique ou américain qui était présent dans le RIF, Stanley Carnot, donc il dit clairement que révolte ou pas révolte dans le RIF allait être maté. Ça veut dire qu'il y avait une décision qui a été prise à l'avance, même avant même la moindre voix levée dans le RIF. Alors il racontait l'histoire et je vais terminer là-dessus. C'est un certain nombre de consignes qui ont été données. Ça veut dire violer leurs femmes, tuer leurs enfants, humilier un maximum, etc. etc. Et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De prendre 60 filles de la région et de les appeler dans une autre caserne à Berkel. Et dans cette caserne, par chance pour ces filles, se trouvaient des militaires d'origine rifaine. Et quand ils ont appris que ces filles venaient du RIF, que l'objet pour lequel ils étaient destinés a été dévoilé, une escarmouche ou carrément des confrontations avec d'autres militaires qui croyaient qu'ils allaient vraiment un butin, je veux dire au féminin, et qu'ils allaient passer des nuits à les faire danser, etc. Il y a eu certainement des morts, etc. Et donc on a dû intervenir, etc. pour arrêter donc ce genre de confrontation. Voilà. Et ça c'est un exemple simple parmi des milliers et des milliers d'histoires avec lesquelles on a été bercé. On nous a souvent raconté des histoires pareilles, mais d'une manière énigmatique, d'une manière symbolique, mais sans aller vraiment, je veux dire, les contextualiser ni rien du tout. Nous, on ne comprenait pas, on dormait avec ces histoires. C'était souvent les histoires des méchants qui viennent dans le village pour tuer les poules, pour tuer tout, mais ils ne tuaient pas du tout les poules, ils tuaient les humains, ils violaient nos femmes, ils violaient nos filles, nos sœurs, etc. Voilà. Ça, c'est le destin du RIF 58-59. Merci Moustapha, et puis vous avez la parole. Merci.